3 janvier 2009, 18h15. Quelque part sur Terre, une personne que personne ne connaît appuie sur la touche Entrée de son clavier. À cet instant précis, le premier Bitcoin est créé. Bloc numéro 0. La Genèse. Mais c'est pas le Bitcoin qui est révolutionnaire, c'est le message caché à l'intérieur. Le Times, 3 janvier 2009. Le chancelier au bord d'un second plan de sauvetage pour les banques. Cette phrase n'est pas un accident. C'est une déclaration de guerre. Pendant que les gouvernements du monde entier injectent des milliers de milliards pour sauver les banques responsables de la crise de 2008, pendant que des millions de familles perdent leur maison, pendant que l'argent public renfloue les profits privés, Satoshi Nakamoto grave dans le marbre numérique la preuve que le système est cassé et propose une alternative. 6 ans plus tard, Bitcoin vaut plus de 40 000 $. Plus de 400 millions de personnes possèdent des crypto-monnaies. El Salvador et la République centrafricaine en ont fait leur monnaie officielle. Les plus grandes banques du monde proposent des services crypto. La révolution a-t-elle réussi? Ou sommes-nous en train de commettre exactement la même erreur que nos ancêtres ont commise 3 fois déjà? Parce que, voici ce qu'on ne vous dit jamais, cette histoire s'est déjà produite. Au XIIIe siècle, au XVIIe siècle, au XIXe siècle. À chaque fois la même promesse, à chaque fois le même résultat. Bienvenue dans l'histoire vraie de la monnaie libre. Celle qui détermine votre avenir financier en ce moment même. Pour comprendre si Bitcoin est une menace ou une opportunité, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement l'argent. Fermez les yeux. Imaginez que vous vivez à Florence en 1252. Vous êtes un marchand de soie. Votre commerce prospère. Vous vendez à Londres, à Paris, à Constantinople. Mais vous avez un problème mortel. Pour payer vos fournisseurs ou recevoir l'argent de vos clients étrangers, vous devez transporter de l'or. Des sacs entiers de pièces d'or. Les routes entre les villes sont infestées de bandits. Un voyage sur 3 se termine par une attaque. Vous devez embaucher des gardes armés, payer des taxes à chaque frontière. Chaque seigneur local prélève son tribut. Et le pire, les rois changent constamment la valeur des pièces. Aujourd'hui, votre florin vaut 10 poulets. Demain, le roi décide qu'il n'en vaut plus que 8. Vous ne contrôlez rien. Alors les marchands italiens inventent quelque chose de génial. La lettre de change. Du papier. Juste du papier avec une signature. Vous déposez votre or à Florence. On vous donne un papier. Vous voyagez à Londres sans un sou en poche. Vous présentez le papier. On vous remet l'équivalent en or local. Magique. Plus de risques de vol. Plus de taxes multiples. Plus de dépendance totale au bon vouloir des rois. C'est la première révolution de la monnaie décentralisée. Les marchands créent un système financier parallèle que les rois ne contrôlent pas. Le système fonctionne pendant 150 ans. Il transforme l'économie européenne. Les grandes familles bancaires comme les Médicis bâtissent des fortunes colossales. Puis les rois comprennent qu'ils perdent le contrôle de l'argent, et donc du pouvoir. 1604-14, la Banque d'Angleterre est créée, première banque centrale du monde moderne. Son but, monopoliser l'émission de monnaie. Contrôler le crédit. Financer les guerres du roi. Les lettres de change continuent d'exister, mais elles ne représentent plus un système alternatif. Elles deviennent un outil parmi d'autres dans un système désormais contrôlé par le pouvoir politique. Première révolution, premier échec, avance rapide. 1850. Vous êtes un fermier américain dans l'Iowa, vous venez de vendre votre récolte de blé, on vous paie en billets de banque privés. Oui, privés. À cette époque, plus de 8000 banques américaines émettent leurs propres billets. Chacune imprime sa propre monnaie. Chacune promet de rembourser en or si vous le demandez. C'est le rêve libéral absolu. Pas de banque centrale. Pas de monopole gouvernemental sur la monnaie. La concurrence pure et parfaite entre monnaies privées. Le marché décide quelles banques sont fiables. Si une banque imprime trop de billets, personne n'accepte ces billets. Elle fait faillite. Sélection naturelle. Pendant 80 ans, ce système chaotique fonctionne. L'économie américaine croît plus vite que n'importe quel autre monde, mais il y a un problème. Les crises. Quand une banque fait faillite, tous ceux qui détiennent ces billets perdent tout. Des familles entières ruinées du jour au lendemain. Des paysans qui découvrent que leur récolte d'une année ne vaut rien parce que la banque locale a fermé 1907. Panique bancaire massive. Des dizaines de banques s'effondrent en quelques semaines. L'économie se fige. Le chaos. 1913, le Congrès américain vote la création de la Réserve fédérale, la Fed, Banque centrale américaine. Son argument, protéger les citoyens de l'instabilité des monnaies privées, garantir la valeur de l'argent, assurer la stabilité du système. Deuxième révolution, deuxième échec, dernière tentative, 1944, la Seconde Guerre mondiale vient de se terminer. Les grandes puissances se réunissent à Bretton Woods, dans le New Hampshire. Ils créent un nouveau système monétaire mondial, l'étalon or version 2.0. Chaque monnaie est liée à l'or. Le dollar vaut 35 $ l'once d'or, gravé dans le marbre. Les autres monnaies sont liées au dollar. Le système est mathématiquement contraint. Impossible de créer de l'argent à l'infini. Chaque dollar imprimé doit être couvert par de l'or dans les coffres. C'est une promesse solennelle de 44 pays. Le système fonctionne pendant 27 ans, puis arrive le Vietnam, la guerre coûte une fortune.
Les États-Unis impriment des dollars pour la financer. Beaucoup trop de dollars. La France et l'Allemagne commencent à demander l'or en échange de leurs dollars, comme le traité le garantit. 15 août 1971. Le président Richard Nixon apparaît à la télévision. Il annonce que les États-Unis suspendent temporairement la convertibilité du dollar en or. Temporairement. Ce temporary dure encore aujourd'hui, 54 ans plus tard. En une décision, il brise la promesse. L'étalon or disparaît. Désormais, rien ne limite la création monétaire. Les banques centrales peuvent imprimer autant qu'elles veulent. Troisième révolution, troisième échec, et maintenant 2009. Bitcoin. Quatrième tentative de créer une monnaie libre du contrôle politique. Cette fois, c'est différent, disent ses partisans. Cette fois, c'est mathématiquement impossible à contrôler. Vraiment ? Pour comprendre si Bitcoin représente une menace ou une opportunité, il faut d'abord saisir ce qui rend une monnaie précieuse. Sortez votre portefeuille. Prenez un billet de 10 euros. Qu'est-ce qui fait que ce bout de papier vaut 10 euros ? Le papier lui-même ? Non. Il vaut quelques centimes. L'encre et le design ? Non. Quelques euros de coût de production ? Alors quoi ? La confiance. Uniquement la confiance. Ce billet vaut 10 euros parce que 340 millions d'Européens croient qu'il vaut 10 euros. Parce que vous savez que demain, quand vous irez acheter votre pain, le boulanger l'acceptera. Parce que votre patron vous paye avec. Parce que l'État vous force à payer vos impôts avec. La confiance collective, c'est tout ce qui sépare ce papier d'un ticket de métro périmé. Maintenant, question suivante, d'où vient cette confiance ? Dans l'histoire, elle a toujours reposé sur 3 sources possibles. Première source, la rareté physique. C'est l'or, c'est l'argent, ce sont les métaux précieux. Pourquoi l'or a-t-il de la valeur ? Parce qu'il est rare, on ne peut pas en créer. Toutes les réserves d'or mondiales réunies tiendraient dans un cube de 22 mètres de côté. C'est tout ce que l'humanité a extrait en 6000 ans. Cette rareté physique crée la confiance. Vous savez que personne ne peut fabriquer de l'or. Donc personne ne peut diluer votre richesse. Mais l'or a 3 défauts fatals. 1, il est lourd, impossible de transporter facilement de grandes quantités. 2, il est difficile à diviser. Essayez d'acheter une baguette de pain avec un lingot d'or. 3, il est vulnérable au vol. Demandez aux Templiers qui gardaient l'or des pèlerins et qui ont fini massacrés par le roi de France en 1307 pour s'emparer de leur richesse. Deuxième source, l'autorité politique. C'est l'euro, c'est le dollar. Ce sont toutes les monnaies modernes. Leur valeur ne repose pas sur la rareté physique, mais sur la puissance de l'État qui les émet. Pourquoi l'euro vaut-il quelque chose ? Parce que l'Union européenne force 340 millions de personnes à payer leurs impôts en euros. Parce qu'elle oblige toutes les entreprises sur son territoire à accepter l'euro comme moyen de paiement légal. C'est une confiance forcée. Vous n'avez pas le choix. Et ça marche. Tant que l'État reste puissant et stable, sa monnaie garde de la valeur. Mais cette source a un défaut catastrophique. Elle donne tout le pouvoir à ceux qui contrôlent la planche à billets. Depuis 1971, depuis la fin de l'étalon or, les banques centrales peuvent créer autant d'argent qu'elles veulent, sans limite physique, sans contrainte mathématique. Résultat, en 50 ans, le dollar a perdu 87% de son pouvoir d'achat. L'euro, depuis sa création en 1999, en a perdu 35%. Votre argent fond comme neige au soleil. Pas à cause de vous, à cause de ceux qui en créent toujours plus. Troisième source, les mathématiques. C'est Bitcoin. Ce sont les crypto-monnaies. La confiance ne repose ni sur un métal rare, ni sur la force d'un État. Elle repose sur un code informatique que tout le monde peut vérifier. 20 et 1 million de Bitcoin maximum. Pas un de plus. Gravé dans le protocole. Impossible à modifier sans l'accord de la majorité des utilisateurs. Vous ne pouvez pas trucher avec les mathématiques. 2 plus 2 égale 4, que vous soyez président, banquier ou SDF. Les lois cryptographiques ne font pas de politique. C'est la promesse révolutionnaire de Bitcoin. Une monnaie dont la rareté est garantie par les lois de l'univers, pas par les promesses de politiciens. Et voilà l'opportunité. Pour la première fois dans l'histoire humaine, vous pouvez posséder un actif qui ne peut pas être confisqué par un roi, dilué par une banque centrale ou détruit par une guerre. Votre Bitcoin est à vous, vraiment à vous. Personne ne peut vous l'enlever, même pas un gouvernement. Tant que vous connaissez vos 12 mots de passe, vous pouvez traverser n'importe quelle frontière avec votre fortune dans votre tête. C'est une liberté financière sans précédent. Mais attendez, parce qu'il y a aussi une menace énorme. Et on ne vous en parle jamais. Pour qu'une monnaie fonctionne dans la vie réelle, il ne suffit pas qu'elle existe. Il faut que les gens puissent l'utiliser facilement. Vous ne pouvez pas aller acheter votre pain directement avec des bitcoins. Vous devez passer par des intermédiaires, des plateformes d'échange comme Coinbase ou Binance, des portefeuilles numériques, des services de paiement. Et voilà le piège mortel. Ces intermédiaires deviennent des points de contrôle centralisés dans un système qui était censé être décentralisé. Novembre 2022, FTX, la deuxième plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, s'effondre du jour au lendemain.
Son fondateur, Sam Bankman-Fried, 30 ans, génie des mathématiques du MIT, icône de la crypto, utilisait l'argent de ses clients pour faire des paris risqués sur les marchés. 10 milliards de dollars s'évaporent, 1 million de clients perdent tout. Ce n'est pas un bug dans Bitcoin. Le protocole Bitcoin a fonctionné parfaitement pendant toute la durée. C'est un problème humain, un intermédiaire centralisé qui a trahi la confiance. Exactement le même problème que les lettres de change au XIIIe siècle. Exactement le même problème que les banques privées au XIXe siècle. Et ça continue. 2021, la Chine interdit le minage de Bitcoin. Du jour au lendemain, 50% de la puissance de calcul mondiale qui sécurise le réseau Bitcoin disparaît. Le réseau survit. Il s'adapte. Mais la fragilité est révélée. 2023, les États-Unis poursuivent Binance, la plus grande plateforme au monde pour blanchiment d'argent. Amène de 4,3 milliards de dollars. Son fondateur, Changpeng Zhao, va en prison. 2024, l'Union européenne adopte le règlement MiCA, Markets in Crypto Assets. Toutes les plateformes qui veulent opérer en Europe doivent obtenir une licence, se soumettre aux règles de lutte anti-blanchiment, identifier tous leurs clients. Vous voyez le pattern? Bitcoin lui-même est incensurable. Mais les rampes d'accès à Bitcoin sont parfaitement censurables. Et c'est exactement là que les gouvernements reprennent le contrôle. Alors, Bitcoin est-il une menace ou une opportunité? La réponse dépend entièrement de ce que vous en faites. Dites-moi en commentaire si vous pensez que l'histoire se répète ou si cette fois sera différente. Et partagez cette vidéo avec tous ceux qui croient encore au miracle financier sans comprendre le prix à payer. Alors, faut-il tout abandonner? Faut-il accepter que l'histoire se répète éternellement et que rien ne change jamais? Non. Mais il faut comprendre la vraie leçon. Chaque révolution monétaire de l'histoire a échoué pour la même raison. Elle cherchait à résoudre un problème politique avec une solution technique. Les lettres de change étaient une innovation géniale. Mais elles n'ont pas changé le fait que les rois voulaient contrôler l'argent. Parce que contrôler l'argent, c'est contrôler le pouvoir. Les billets de banque privées offraient une concurrence parfaite. Mais ils n'ont pas empêché les gouvernements de créer des banques centrales quand le chaos est devenu trop menaçant pour l'ordre établi. L'étalon or limitait mathématiquement la création monétaire. Mais il n'a pas empêché Nixon de le suspendre quand ça arrangeait les États-Unis. Bitcoin limite mathématiquement sa quantité à 20 et 1 million d'unités. Mais il n'empêche pas les États de créer des monnaies numériques centralisées qui utiliseront la même technologie blockchain pour un résultat exactement opposé. La technologie n'est qu'un outil. Ce qui compte, c'est qui contrôle l'outil. Et l'histoire nous enseigne que ceux qui ont le pouvoir ne le lâchent jamais volontairement. Donc, Bitcoin est-il une menace ou une opportunité? Les deux, selon qui vous êtes. Pour les États, Bitcoin est une menace contre leur monopole monétaire, une menace contre leur capacité à financer leurs déficits en imprimant de l'argent, une menace contre leur contrôle sur l'économie. C'est pourquoi ils vont tout faire pour le domestiquer, le réguler, l'intégrer dans leur système, ou créer leur propre crypto-monnaie contrôlée pour le remplacer. Pour les grandes institutions financières, Bitcoin est une opportunité. Une nouvelle classe d'actifs. Un moyen de proposer des produits innovants à leurs clients. Une façon de capter une partie de la croissance explosive du secteur crypto. Elles n'ont aucun intérêt à ce que Bitcoin détruise le système. Elles veulent juste l'intégrer dedans et en tirer profit. Pour vous, citoyens lambda, Bitcoin est les deux. C'est une opportunité si vous comprenez qu'il vous offre une option de sortie partielle du système monétaire traditionnel. Un moyen de protéger une partie de votre épargne contre la dévaluation inévitable des monnaies fiduciaires. Une assurance contre les erreurs des banques centrales. Mais c'est aussi une menace si vous tombez dans le piège. Le piège de croire que Bitcoin va vous rendre riche sans effort. Le piège de tout miser sur une technologie que vous ne comprenez pas. Le piège de penser que la révolution se fera sans vous, juste parce que vous avez acheté quelques fractions de Bitcoin sur une plateforme. Voici la vérité inconfortable que personne ne veut entendre. Bitcoin ne sauvera pas automatiquement votre argent. Il ne remplacera pas automatiquement le système actuel. Il ne créera pas automatiquement un monde plus juste. Mais il vous donne un choix. Un choix que vos grands-parents n'avaient pas. Un choix que les marchands médiévaux n'avaient pas. Un choix que les fermiers américains du 19e siècle n'avaient pas. Le choix de ne pas faire entièrement confiance à votre gouvernement pour protéger la valeur de votre argent. Le choix de diversifier une partie de votre épargne hors du système bancaire traditionnel. Le choix de garder une porte de sortie ouverte au cas où le système actuel s'effondre comme il l'a fait tant de fois dans l'histoire. Mais, attention, ce choix a un prix. Le prix de la volatilité. Bitcoin peut perdre 50% de sa valeur en quelques semaines et le regagner quelques mois plus tard. Le prix de la complexité. Vous devez apprendre à sécuriser vos clés privées. Une erreur et vous perdez tout. Personne ne viendra vous sauver. Le prix de la responsabilité. Vous ne pouvez appeler aucun service client. Si vous vous faites pirater, vous êtes votre propre banque. Avec tous les risques que ça implique. Et surtout, il y a le choix politique que nous devrons tous faire
dans les 10 prochaines années. D'un côté, les monnaies numériques d'État, pratiques, stables, faciles à utiliser, mais traçables, contrôlables, programmables. Un monde où chaque centime que vous dépensez est enregistré. Où votre accès à votre propre argent dépend de votre obéissance aux règles décidées par d'autres. Où un algorithme peut décider que vous avez déjà trop consommé ce mois-ci et bloquer vos achats. De l'autre, les crypto-monnaies décentralisées, volatiles, complexes, risquées, mais libres. Un monde où une partie de votre richesse échappe au contrôle direct des États. Où vous assumez les risques mais gardez la liberté. Où personne ne peut vous empêcher de transférer votre argent à qui vous voulez. Aucune de ces options n'est parfaite. Mais l'une préserve une part de liberté financière, l'autre l'éteint définitivement, alors que la vraie révolution ne sera pas technologique, qu'elle sera dans notre capacité collective à nous souvenir de cette leçon simple que l'histoire nous répète depuis 800 ans. La liberté monétaire n'est pas un cadeau que la technologie va nous offrir. C'est un combat politique qui ne se gagne que si assez de gens comprennent les enjeux et sont prêts à payer le prix pour la défendre. Bitcoin vous donne les outils. Mais c'est à vous de décider ce que vous en faites. Une opportunité de vous protéger ou une menace de vous faire perdre tout si vous ne comprenez pas le jeu. Le choix vous appartient. Mais ne dites pas qu'on ne vous avait pas prévenu.